Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle soirée autour des crypto-monnaies et de la blockchain. Donc ce soir j'animerai l'émission tout seul, Teslark ne pourra pas être présent. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé enfin en tout cas que vous passez une bonne semaine. Écoutez, moi pour l'instant ça se passe bien, je suis en vacances, donc pour les envieux. Donc du coup petit live qu'on a décalé du mardi au mercredi parce qu'effectivement Teslark et moi on pouvait pas demain et moi aujourd'hui je pouvais parce que j'étais chez moi. Mais pour le reste de la semaine ça va être plus compliqué. On refera peut-être un truc dimanche mais plus autour du gaming. Donc avant de commencer l'émission, j'aimerais avant tout vous remercier parce qu'il y a pas mal de gens qui ont follow ces derniers temps et on n'est plus qu'à 7 followers pardon, de passer la barre des 50 et donc du coup d'obtenir l'affiliation sur Twitch qui est hyper importante pour nous. Donc merci à tous déjà, premièrement. Et deuxièmement, je voulais revenir un petit peu sur le concours crypto qu'on organisait sur un NFT giveaway de chez Pirate Web3 Pirates. Donc on s'est épinglé en fait sur le Twitter de l'atelier crypto, vous pouvez le retrouver juste en dessous dans la bannière. Il y a le logo normalement atelier crypto. Je vais vous mettre le lien en description pour ceux qui regardent le replay. Enfin en description dans le chat pardon. Donc n'hésitez pas à participer, il faut juste aller follow le Twitch, aller follow l'atelier crypto sur Twitter et puis commenter avec votre nom de profil sur Twitch dans les commentaires Twitter. Au moins ça nous permet de vous retrouver pour le tirage au sort. Voilà, écoutez, je voulais commencer par ça. Donc on a un programme, alors je sais pas combien de temps ça va prendre l'émission en fonction d'un petit peu comment vous avez des questions ou si vous avez des crypto-monnaies à analyser. Donc à la base, j'avais prévu plusieurs points. Je vais vous les énumérer. Donc en fait, je voulais revenir sur la loi MiCA avec vous. Je voulais parler avec vous des licences bancaires qu'Elrond avait obtenues. On va faire un petit update sur le projet HoloRide autour d'Elrond qui était sorti précédemment. Et après, c'était plus, je voulais parler avec vous. Alors oui, il y a Avalanche aussi, j'ai mis dans les onglets. Et je voulais parler un peu plus avec vous du contexte macroéconomique et de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Revenir un petit peu sur les décisions et les rebonds qui ont été effectués sur le marché américain hier. Voilà. Alors moi je suis en vacances mais j'arrivais un petit peu à suivre quand même tout ce qui se passe. Donc n'hésitez pas aussi à intervenir si vous avez des choses à dire là-dessus. Donc on reviendra un petit peu sur ce contexte économique et son impact déjà sur l'économie mondiale et aussi sur la blockchain et les crypto-monnaies. Puis après on essaiera d'aller voir quelques crypto-monnaies. Alors j'avais fait une sélection BNB, ETH, DOT et BTC bien entendu pour commencer. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on ira les voir. Et puis écoutez, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, d'habitude à droite il y a Teslark qui est là. Donc là je suis tout seul en fond d'écran, mais, mais ça le fera. Donc c'est parti. Donc première actu. Alors première actu. On est sur la loi MiCA. Donc la loi MiCA en fait c'était une loi qui était venue en Europe pour essayer de réguler les crypto-actifs et donc de faire un cadre de réglementation, puisque le cadre de réglementation des crypto-actifs est très léger, notamment en France, mais là c'est au niveau européen. Donc au niveau du Parlement européen, une loi était passée. Donc je sais pas si vous savez comment ça fonctionne en Europe, mais vous avez plusieurs corps législatifs. Hein. Vous avez des gens qui vont faire une sorte d'exécutif, ou en tout cas qui vont créer des lois, des projets de loi, qui vont ensuite les donner au Parlement européen, qui vont ensuite lui les voter. Voilà, donc il faut bien distinguer commission, Parlement européen. Et là, le Parlement européen recevait du coup le projet de loi qui avait été préparé. Voilà. Et donc du coup, il y a l'amendement qui était très attendu autour de l'interdiction du Proof of Work. Donc Proof of Work, c'est la preuve de travail pour les blockchains. Donc les blockchains comme ETH et Bitcoin actuellement. Donc tout ça a été, on va dire, balayé, puisque le vote, bon, il n'a pas été à l'unanimité un non, hein, on a 32 voix
contre et 24 en faveur. Là, je sais pas si vous voyez le tweet. Mais c'est un soulagement parce que on avait peur que tout simplement Bitcoin et Ethereum soient stricto sensu supprimés et interdits en Europe. Donc ça, c'est une sorte de soulagement. Mais je pense, et là je vous ai mis un petit article du journal du coin que vous pouvez aller lire, je vais vous le mettre dans le chat. Ils sont pas mal pour faire des articles, ils ont un bon site. Mais voilà, c'est pas forcément la voie ouverte aux crypto-monnaies non plus en Europe. On attend un petit peu ce qui va se passer aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ça s'était un peu éclairci ces derniers temps. Ils voulaient être des acteurs majeurs des crypto-monnaies. À voir jusqu'où ça va nous mener. Pour l'instant, il n'y a pas trop de nouveautés là-dessus. Je pense que ce qui va être régulé très vite, ça va être Bitcoin et je pense les stablecoins, parce que les stablecoins posent énormément de problèmes aux États, puisque tout simplement aller faire un stablecoin dollar alors que les États-Unis peuvent pas avoir la main dessus, ça les énerve, je pense, et ça sera pareil pour l'euro. Voilà, donc ça, je pense que c'est les prochaines échéances. Allez voir, en tout cas, il faut s'intéresser un petit peu à ça en ce moment, parce que je pense que 2022-2023, ça va être des moments assez cruciaux pour la réglementation des crypto-monnaies. Je pense pas que ça sera très rapide et dans l'immédiat, parce qu'on connaît les process européens et les process français en termes de législation, ils sont assez longs et fastidieux. Donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps à voir comment se déroule la suite, mais je suis pas forcément très pessimiste. Moi, où j'étais le plus pessimiste, c'était sur les sanctions économiques qui étaient pris contre la Russie, notamment ciblées peut-être dans une sorte de package, les crypto-monnaies, et tout simplement en profiter pour sanctionner les crypto-monnaies pour tous les utilisateurs, mais je ne pense pas que ça ne passera, ça. En tout cas, à voir, faut bien surveiller, faire attention. Voilà. Donc ce que je pouvais dire là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Moi je vais essayer de plancher peut-être sur une émission pour vous faire un récap un peu de tout ce qu'il y a en réglementation crypto-actif en ce moment, en sachant que ça se décante, mais pas énormément non plus, hein. Donc on pourra faire le tour. Je pense qu'il y a des questions qui sont d'ordre européen, des questions qui sont plus d'ordre français. Mais on fera un petit récap de ça. En plus, là, on est au mois de mars, donc il va falloir anticiper les déclarations d'avril sur l'impôt sur le revenu. Je pense qu'on vous fera un petit récap là-dessus si vous êtes intéressé. Alors, ce que j'avais à dire, n'hésitez pas à m'interrompre aussi, hein, si je vais un peu trop vite. Alors, ce que j'avais en deuxième news, c'était autour de Holoride. Alors, je sais pas si vous connaissez le projet. Holoride, c'était un projet qui avait été lancé sur... le premier projet, en fait, qui a été lancé sur le Launchpad de Maillard. Maillard Exchange, en fait, je vais vous montrer tout de suite. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. Maillard Exchange, en fait, c'est la plateforme d'Elrond pour pouvoir en fait swapper. C'est l'échangeur décentralisé de Elrond. Et ils ont également Maillard Launchpad. Voilà, ils ont également un Launchpad. Donc Maillard aussi, vous avez l'application pour pouvoir vous connecter, envoyer de l'argent et acheter vos crypto-monnaies sur votre téléphone. Si vous connaissez pas Elrond et ce qu'il y a autour de Maillard et de toute cette blockchain, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous avez des questions. On les présente souvent dans l'atelier crypto, dans les émissions du mercredi. Mais ça ne dérange pas du tout de revenir dessus. Voilà, donc ici en fait sur le Launchpad, là on le voit pas forcément parce que j'ai pas connecté de wallet, mais ah oui non c'est parce qu'en fait c'était le lien de ma KYC, très bien. Ça va pas aider, ouais voilà. Donc en ce moment il y a un autre projet, là c'est Item, on l'avait présenté la semaine dernière, mais auparavant on avait eu le premier projet qui avait été lancé sur le Launchpad et c'était Holoride. Et Holoride c'est un projet qui avait pas mal d'acteurs importants de l'économie, notamment il y avait Audi, Porsche, Disney, je ne saurais citer les autres mais il y en avait pas mal. Et là en fait Audi nous a fait, enfin avec Holoride, nous a fait une annonce comme quoi
le projet allait être lancé en juin 2022. Et le projet, en fait, ce sont des lunettes de réalité virtuelle. Enfin, avec des lunettes de réalité virtuelle, vous allez pouvoir avoir une sorte de métaverse dans lequel vous allez avoir des mini-jeux. Vous avez des vidéos sur YouTube qui traînent, hein, où on vous explique ça très bien. Et donc, du coup, ça vous permet... en fait, quand vous êtes gosse, par exemple, vous êtes à l'arrière de votre voiture, vous mettez vos lunettes de réalité virtuelle, et en même temps que vous roulez dans la voiture, hein, tout simplement, il y a le monde qui défile en mode métaverse avec des petits jeux à faire et compagnie. Et en fait, le monde, c'est le monde, votre environnement, en fait, quand vous roulez. Donc c'est assez sympa à voir ce qu'ils en font, mais je pense que ça peut pas mal marcher. À l'avenir pour les gamins, comme on avait vu à l'époque les véhicules familiaux où en fait on avait des petites télés où tu branchais la console et compagnie, ça marchait bien à une époque. Peut-être que ça marchera, à voir. En tout cas, ça évolue hyper vite. Et là, Audi du coup a annoncé qu'ils lançaient leur projet début du mois de juin 2022. Donc ça va arriver en réalité très vite, hein. Alors ce projet, on en avait parlé avec Teslark, il avait été très bien pricé quand même. Il y avait un ticket de $200 minimum à l'entrée, et je crois que vous repartiez avec quelques milliers d'euros, hein, donc c'était plutôt bien pricé. Voilà, moi j'ai pas eu la chance de l'avoir, le ticket. J'ai effectivement fait ma KYC et j'ai demandé les tickets auxquels j'avais le droit, puisque je stackais des EGLD, et sur tous les tickets que j'ai eu, j'en ai eu 0 et Teslark aussi. Donc on n'a pas eu trop de chance. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre le lien dans le chat si vous voulez aller voir l'article sur alloride.com. Voilà, et allez vous renseigner sur le projet, ça peut être sympa honnêtement à voir. C'était un peu au début de la hype du métaverse. Je pense qu'on n'en parlait pas trop et ça s'était lancé. Troisième news, donc c'était autour de Avalanche. Avalanche, on vous l'a présenté. Si vous n'avez pas forcément vu les émissions précédentes, on vous invite à regarder les replays. On avait fait une émission consacrée au Launchpad, et vous avez une émission YouTube consacrée justement au Launchpad. Alors Atelier Crypto, je vais regarder juste sur YouTube pour vous envoyer tout simplement les liens. Très bien, j'ai coupé la musique en plus. Tenez, tac. Hop là, voilà, je mets la musique. Je vous envoie le lien YouTube pour accéder. Je le vérifie, mais oui, voilà, Launchpad 13. Donc vous avez les meilleurs Launchpads pour nous à l'heure actuelle. Donc ça date d'il y a peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc c'est assez récent. Et on vous avait mis Avalanche comme notre préféré actuellement en termes de frais, en termes de facilité, on va dire, d'accessibilité. On avait mis Avalanche. Donc en fait, il regroupait pas mal de critères qui étaient plutôt positifs pour nous. Donc allez voir si vous n'avez pas vu, mais là, voilà, je voulais revenir un petit peu sur... on vous avait présenté, oui, il y a à peu près 2-3 sales par mois. Mais en réalité, 2-3 ICO par mois, pardon. Mais en réalité, il y en a eu un peu plus, je pense, puisque ces derniers temps, je crois qu'on vous avait présenté quand il y avait Defiato. Et vous voyez, Defiato, ça a commencé le 9 février, parce que c'est date américaine, j'ai un petit peu bugué, pardon. Le 9 février, ensuite le 18 février, donc quelques jours plus tard, une semaine plus tard, on a eu Dexolot. Et ensuite, alors le mois de février, il y avait 28 jours. 10 jours plus tard, globalement, 12 jours, même pas 2 semaines après, on a eu le projet Degis. Et là, ils nous ont sorti un projet, pareil, une semaine après. Donc en ce moment, c'est une semaine par une semaine, vous avez un projet qui sort. Donc c'est plutôt intéressant, honnêtement, alors qu'avant, c'était plus peut-être 2 semaines, 2 semaines après. Là, on a au moins 4 projets par mois, donc c'est plutôt intéressant. Et je vous le fais rapidement, mais voilà, il faut aller stacker vos Xava, ou si vous êtes validateur Avax, vous avez aussi des allocations qui vous sont données. Mais tout simplement, une allocation vous est donnée si vous stackez du Xava, qui est le jeton de la plateforme, et vous allez pouvoir récupérer une allocation. Les dernières allocations étaient pas trop dégueu, honnêtement, par rapport à ce que vous stackiez. C'était un peu plus de...
c'était presque 10% de votre somme stackée. Donc ce qui est vraiment pas dégueulasse hein, sur ce genre de pool. Honnêtement, allez checker si vous êtes toujours pas dessus. Moi je trouve ça pas trop dégueu honnêtement. Après les performances ont été moindres sur les derniers projets puisque on est dans un contexte de marché qui est assez compliqué. Mais voilà, la patience est importante dans ce marché. Donc voilà, ça c'était la troisième news. C'était pour vous dire voilà, qu'il y avait eu pas mal de sales sur Avalanche. On a eu Dexalot, on a eu Degis et Fifth Guild du coup qui est une sorte de métaverse. Là c'est le dernier qu'ils ont lancé. La sale a pris fin hier si je dis pas de bêtises. C'était le 15 mars la dernière deadline. Donc normalement on devrait avoir notre attribution de token. Et on attend toujours les airdrops sur les projets qui ont déjà vu leur date de sale passer. Voilà, voilà. Si vous avez des questions sur Avalanche, n'hésitez pas, encore une fois, on peut vous remontrer. Donc, alors attendez, il est quelle heure là? Ça fait 20 minutes qu'on a lancé, tac tac tac. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut... Pour refonctionner. Allo allo, alors j'espère que vous me voyez encore en live. Il y a eu un petit problème technique. La dernière fois je vous avais dit que j'avais eu des problèmes avec la Freebox. Bah là apparemment elle m'a fait le coup de crasher en live là, en tout cas de faire une perte de connexion. J'espère qu'on n'en aura pas d'autres pendant le live. Je suis vraiment désolé de cet incident technique. Je peux toujours pas changer de box, ils n'arrivent pas à comprendre d'où vient le problème. Je fais pas mal de tests et tout et je suis désolé. Merci à tous ceux qui sont restés et de toute façon on va continuer comme ça. Si ça devient trop pénible, on arrêtera. De toute façon, je pense qu'on fera un format assez court aujourd'hui. On va essayer de boucler ça en une petite heure. Donc on va faire 40 minutes à peu près et après si vous n'avez pas d'autres questions on s'arrêtera et si le live veut bien continuer on s'arrêtera. Donc ce qu'on disait, donc là on avait terminé sur Elrond. Donc ce que je voulais vous dire sur Elrond, sur Avalanche et compagnie, sur les news on va dire blockchain en tant que tel. Ah non on n'avait pas terminé, pardon, on n'a pas terminé. Je fais la dernière news, pardon, autour d'Elrond encore. Alors il y a pas mal de news autour d'Elrond mais ils sont très forts en marketing, hein, c'est pour ça. Là on vous relaye pas mal de news comme ça mais bon on fera d'autres blockchains, hein, vous inquiétez pas. On n'est pas des pros Elrond, voilà. Tesla clé un peu plus que moi mais... Là c'était intéressant de vous parler de ça parce que du coup Elrond a racheté le géant du paiement roumain, je sais pas s'il est si géant que ça. Je ne connais pas forcément TwistPay et ça a été validé la transaction par la banque centrale roumaine. Et donc du coup, ce qui veut dire qu'en fait, Elrond va pouvoir émettre des stablecoins utilisables dans toute l'Union européenne. Et ça va vraiment leur donner, on va dire, un appui en Europe pour être considéré limite comme un moyen de paiement et une banque, tout simplement. Donc c'est assez gros hein, pour un projet crypto, honnêtement. Je trouve que c'était important de vous le montrer. Donc si on redescend un petit peu l'article, Elrond, la startup crypto. Alors c'est l'article sur Coin Academy, les amis de Coin Academy, qui ont un très bon site également. Je vous mets le lien en description, j'espère que ça ne les dérange pas. La startup crypto en croissance constante a reçu l'autorisation d'acheter l'établissement de monnaie numérique Capital Finance Services qui agit sous la marque TwistPay. En effet, c'est la banque centrale roumaine qui a donné son accord pour l'acquisition qui se profilait depuis le mois d'octobre dernier. Donc c'est assez impressionnant hein, ce genre de transaction parce que vraiment ça peut lancer les crypto-monnaies comme une réelle plateforme tout simplement de banque. Enfin, en tout cas, ça
ça peut rendre la crypto-monnaie à un usage tout simplement réel dans la vie de tous les jours pour pouvoir payer en crypto-monnaie, puisque quand même, ça serait l'intérêt de certaines cryptos, de pouvoir payer au jour le jour avec vos cryptos, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Donc voilà, si vous voulez aller voir un petit peu plus en détail ce qui s'est passé, n'hésitez pas à aller voir l'article. Et ah oui, je voulais revenir sur quelque chose. Le fondateur, là, Minku de Elrond, on vous avait présenté, on vous avait dit qu'à chaque fois, il mettait des petits indices dans son nom. Et il mettait des petits indices pour dire, voilà, globalement, il va se passer ça à telle période. Et la dernière fois, c'était au quart de lune, je crois, et il avait mis un petit éclair, genre le Mex, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Et ils avaient lancé les metabanding qu'on vous avait présenté sur le projet Elrond. Et là, vous voyez qu'il y a la demi-lune, et il y a une petite flamme. Alors, j'ai pas regardé quand c'était le cycle demi-lune, je sais pas comment on appelle ça, honnêtement. Les phases de lune en 5 points, ça voudrait dire que à la moitié, au cycle de moitié, on va dire, lunaire, il y aurait une news un peu on fire. Alors je sais pas ce que c'était, est-ce que c'était ça? Je vais regarder d'ailleurs parce que je sais pas à quelle date c'est, dernier carton. Bon, faudra que je regarde, honnêtement, je sais pas du tout. Tac tac tac. Dernier quartier, premier quartier. Ouais, bah écoutez, je sais pas du tout. On regardera. J'essaierai de faire une petite recherche. J'ai pas fait la recherche avant, j'ai vu ça quand j'ai ouvert l'article avec le nom de Benjamin Minku. Donc à voir, il y aura peut-être sûrement une news autour d'Elrond à cette date-là. En tout cas, c'est super intéressant. Alors là, l'article parlait justement du trust. On vous l'avait déjà présenté comme service de paiement crypto. Il est intéressant de noter que cette acquisition se conclut rapidement après le rachat du service de paiement crypto Utrust que Elrond avait déjà acheté. Donc vraiment, ils sont en train de mettre en place toute une mécanique pour faire, on va dire, un vrai moyen de paiement autour de Elrond. Ce qui est génial, honnêtement. Ils ont déjà l'application, globalement un service de paiement, une sorte de banque, tout simplement. Et ils ont un service de paiement Utrust qui va vraiment leur servir concrètement à utiliser un moyen de paiement pour tous les commerçants et utiliser vos cryptos. Donc je trouve ça plutôt sympa. Honnêtement, Elrond sont bien avancés là-dessus par rapport à certains projets. Ils sont top en marketing. Voilà, donc ça c'était la dernière news blockchain crypto. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur des news, on va dire, plus de trading, en tout cas de marché. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se donner un petit contexte macroéconomique avec les deux news en fait en ce moment qui sont d'actu, hein, Covid et guerre Ukraine. Puis on va aller voir un peu sur les charts en même temps ce qui s'est passé, ok? Donc la première news, c'est la guerre en Ukraine. On a eu une rumeur qui m'a paru intéressant de vous montrer en fait, tout simplement, puisque le New York Times nous a indiqué que la Russie avait demandé une aide militaire et économique. Alors là on met que aide militaire, mais j'ai pris un article, on va dire un peu au hasard puisque j'en avais lu plusieurs. Une aide militaire et économique à la Chine, ce qui a été démenti par la Chine en disant que c'était une désinformation de l'Amérique, que c'était une propagande américaine et qu'en aucun cas la Russie n'avait demandé cette aide économique ou militaire, ce qui pour ma part est plus dérangeant que s'ils avaient refusé ou ce n'était pas prononcé, puisque là ils sont en train de dire on le fait, c'est un mensonge, mais ça se trouve en fait ils sont totalement en train de le faire. Je trouve ça plus inquiétant qu'ils ne refusent tout simplement. Donc pourquoi c'est important? Parce que comme vous savez en fait, d'un point de vue macroéconomique, les principaux échanges en termes de supply chain se font avec la Chine. En Europe, on est fourni par la Chine. Aux États-Unis, ils sont quand même bien dépendants aussi de la Chine, beaucoup moins qu'en Europe. Mais en Europe, on a un foyer en fait de vente et de production en fait pour la Chine, tout simplement. Tous nos envois se font quasiment par la Chine, enfin c'est la Chine qui nous envoie des produits, et en fait on a bien vu qu'avec le Covid, quand ils s'étaient arrêtés de travailler, on avait des problèmes pour envoyer les colis, pour produire les fournitures, pour par exemple produire des semi-conducteurs et aller faire des cartes graphiques ou des ordinateurs ou ce que vous voulez, et c'était un réel problème. Et là je pense que si la Russie et la Chine commencent à s'allier,
on va avoir un réel problème économique parce qu'on va avoir vraiment deux blocs, un à l'est, un à l'ouest, ce qui peut être très pénalisant pour l'Europe. Et je pense que pendant des années, on n'a pas fait attention, on s'est dit oui, la Chine, c'est pas grave, on travaille avec eux. Ça reste une dictature, la Chine. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire du jour au lendemain. C'est une des plus grandes armées du monde. Ils peuvent du jour au lendemain être en autosuffisance ou en tout cas nous impacter énormément, mettre des grosses sanctions dans notre économie s'ils s'arrêtaient d'envoyer des produits en Europe. Après, ils se sanctionneraient aussi, on est bien d'accord, mais la Chine a des ressources, contrairement à nous où il nous manque des ressources sur certaines choses au quotidien, production, industrie. C'est un petit peu dommage. Voilà, donc juste pour vous dire, attention, parce que ça peut faire réagir le marché, et on l'a vu, hein, le marché a réagi à toutes ces news autour de l'Ukraine et autour de la Chine, tout simplement. Ces derniers temps, il y avait beaucoup de rumeurs, et si vous voyez, parce que ça a été là les rumeurs, hein, et c'est venu complètement, le S&P 500 s'écraser vers des plus bas qu'on n'avait plus touché depuis un petit moment, à part la mèche du 24 février, au moment de l'invasion de l'Ukraine. Donc attention à ça. Bonsoir Sly, j'espère que tu vas bien. En tout cas, attention à ce genre de news parce que ça peut être vraiment un facteur hyper important, honnêtement. La deuxième news, elle est en corrélation, hein, toujours, c'est avec la Chine. On a vu qu'il y a eu un reconfinement face à la flambée du Covid-19. Alors eux, ils annoncent 66 cas dans une ville de 17 millions d'habitants. Je pense qu'il y en a bien plus, hein. Ils cachent les chiffres comme d'habitude, hein. Il n'y a jamais eu de mort du Covid-19 en Chine apparemment. Enfin, je dis ça en rajoutant, mais attention, parce que si on continue à avoir des confinements qui sont de plus en plus fréquents dans ces pays, en Chine, on a bien vu les impacts que ça avait, hein, directement. Un container que vous alliez payer 2000 € pour l'envoyer de la Chine à la France, ça va créer des blocages, hein. Vous allez le repayer 10 000 €, 15 000 $. Enfin, 10 000, 15 000 $. Attention à ça parce qu'il y a moins en moins de productions qui vont sortir de Chine. Il va y avoir de plus en plus d'embouteillages sur les stockages en Chine. Et après, on se retrouve dans la même situation qu'au Covid. Et ensuite, dans 6 mois, on est en rupture de tout. Et tout est trop cher. Donc ça, c'est pareil, c'est des news qui vont faire réagir le marché. Alors, je pense négativement sur des index comme le S&P 500 et le Nasdaq. Par contre, sur des index de matières premières ou tout simplement, je sais pas forcément, mais sur de la distribution de la logistique, je prends un exemple, je sais pas, UPS ou je connais pas forcément tous les gars qui font de la logistique ou FedEx. Je pense que c'est ce genre d'actions qui peuvent peut-être potentiellement monter parce qu'ils vont avoir beaucoup de demandes et il y aura peu d'offres. Donc à faire attention, là c'est des petites news que je vous donne, hein, c'est pas du chartisme ou ce genre de choses, mais je pense que c'est des news auxquelles il faut faire attention parce qu'elles peuvent impacter le marché. Et on a bien vu que ça a serré les fesses sur la dernière semaine. En plus, il y avait la Fed qui a parlé, qui devait intervenir et qui devait intervenir ce mercredi, hein, si je dis pas de bêtises. Je suis en vacances là, j'étais un petit peu décalé là-dessus. Mais voilà, en tout cas, il y a tout ce climat un peu chaotique autour du Covid qui revient et de la guerre en Ukraine qui tend un petit peu vu que la Chine commence à s'immiscer dedans. Voilà, alors j'avais noté quelques petites analyses, j'étais allé voir aussi un petit peu sur Bloomberg ce que je pouvais trouver. Je vais vous mettre un petit peu ce que j'avais relevé qui était potentiellement impactant. Donc c'est plus un update par rapport à hier parce que vous voyez on a eu un fort rebond là si je me situe au 15 mars. Attendez, je vais me mettre en daily puisque je suis hop là, pas en daily. Donc là vous voyez le 14 on a touché au plus bas, mais là on a eu on va dire un petit rebond où les actions sont redressées, mais vraiment que dans le secteur digital et technologique. Vous voyez que ça vient vraiment le rebond du Nasdaq et beaucoup moins des autres secteurs du S&P 500. Donc il y a eu ce rebond, il y a le pétrole en face qui a un petit peu chuté parce que ces derniers temps c'était devenu vraiment n'importe quoi avec la hausse du prix du baril suite tout simplement à l'annonce de la Russie de potentiellement fermer les vannes. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais noté? Les détaillants, les actions technologiques en baisse ont mené les gains du S&P 500 hier, globalement, et aujourd'hui. Le pétrole brut s'est négocié sous les $100, ce qui n'était plus le cas.
ces derniers temps, mais sa descente a été ralentie après que le président russe a émis des doutes, oui, sur les pourparlers avec l'Ukraine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais des nouveaux pourparlers devaient avoir lieu lundi, où l'Ukraine, globalement, a dit oui, nous, ce qu'on veut, c'est un cessez-le-feu direct et le retrait des troupes russes. Donc Poutine a commencé à dire ok, on va émettre des doutes sur la possibilité de parler avec l'Ukraine, et ça a un petit peu fait frissonner les marchés. Voilà, surtout sur les marchés américains et les marchés de matières premières. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire là-dessus sur les news? C'était à peu près tout. Tac tac tac, je sais pas si vous avez d'autres choses, vous, que vous avez vu cette semaine. Les rendements de Trésor 2 ans ont baissé. Oui, donc ça c'était sur les rendements du Trésor. Tac tac tac. Non, moi c'était à peu près tout, ce que je voulais vous dire sur les news. Si vous voulez intervenir sur quelque chose, n'hésitez pas à discuter, à venir discuter tout simplement. Désolé, je regarde si tout va bien au niveau de la connexion internet, puisque ça a complètement planté tout à l'heure. Voilà, donc si on fait une petite revue de marché là, ça fait quoi, 34 minutes? On a dit qu'on faisait une émission assez courte, à part si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi j'ai pas forcément d'autres news, donc on va essayer de faire une petite revue rapido des principaux indices, et puis on va aller voir un peu les crypto-monnaies, les principales, je vous avais donné une liste: BTC, BNB, ETH et DOT. Après on ira en voir d'autres, si vous avez des bonnes configs, pourquoi pas, on peut les voir aussi, parce que des indices décorrélés aux bonds pendant les sessions, ouais. Non, effectivement, ouais. Effectivement. Bah écoutez, ouais, non, mais les indices S&P 500, Nasdaq, comme on s'est dit, voilà, le Nasdaq a repris 3%, bon là aujourd'hui, mais je pense qu'il a repris plus du bas. Oui, non, si, il a pris 3%, autant pour moi, je pensais qu'il avait pris un peu plus. Est venu faire remonter le S&P 500, le Dow Jones, il n'y a pas grand chose à dire non plus, je pense. Le dollar, si, j'ai regardé ça tout à l'heure, il avait repris un petit peu de poil de la bête, parce que j'ai pas trop regardé ces derniers temps le dollar. Il a repris un peu de poil de la bête, on était sur... alors je sais pas d'où elle sort cette trendline, j'avais faite, je pense que c'était un monthly, ou un weekly. Ouais, voilà, on avait une sorte de trendline là ici, qu'on était venu fake à chaque fois, tac tac tac. Ici on voit qu'on l'a percé il y a quelques semaines, 1 ou 2 semaines. On est venu tout simplement se stabiliser ici. Alors je sais pas s'il y aura un pullback ou si on est encore sur un fake du dollar. En ce moment le dollar, c'est un peu compliqué avec toutes les news qu'il y a autour de l'Ukraine et de la Russie. Sur les marchés européens, on est toujours hyper bas, dans un peu l'inconnu, on va dire. C'est des niveaux qu'on avait un tout petit peu travaillé, enfin un tout petit peu, on avait quand même bien travaillé ici, mais bon, c'est pas non plus la folie, puisqu'on est quand même dans un moment où tout simplement on est venu casser le support qu'on avait ici, qui datait du 19 juillet 2021. On était sur une sorte de biseau un peu dégueulasse là, ouvert. En général c'est pas très bon signe. Là on est venu casser, on redescend sur un plus bas qu'on n'avait pas retouché depuis un petit moment, 3300, qui était notre ancienne résistance ici et qui nous a fait le support ici au 22 décembre 2020. Voilà, on est un peu nulle part honnêtement pour moi sur le contrat futurs de l'Eurostock 50, à voir comment ça va évoluer. Sur les marchés russes, alors je sais pas, tiens, Icelay, je sais que tu traînes un petit peu sur le marché professionnel et les indices. Je sais pas si tu as des news concernant la bourse russe, puisque l'indice le plus tradé en Russie, si je dis pas de bêtises, c'est le MISEC. MISEX, je sais pas comment tu prononces, l'index futures. Et depuis le 2 mars, du coup, vu que les échanges sont interdits avec la Russie, je sais pas en fait si tout simplement sur TradingView on n'a pas le droit de voir l'indice futures, parce qu'il doit quand même être tradé en Russie. Enfin, je sais pas du tout. C'était une question. Alors là, j'ai aucune réponse là-dessus. Du coup, on voit que là, tout simplement, le niveau est plat parce qu'on n'a pas les indications. Si jamais t'as l'info, ou si quelqu'un a l'info, n'hésitez pas à me dire, parce que je suis pas allé chercher, j'ai vu ça. Mais
Mais voilà, CAC 40, je pense que ça sert pas à grand chose de le revoir parce que autant voir l'Eurostock 50. Le gold qui était bien parti vers le haut et qui était venu casser sa trendline depuis août 2020 est en train de prendre un petit coup là. Donc je sais pas s'il vient refaire un pullback ici sur ce niveau. Je ne connais pas du tout, je pense que oui, les fournisseurs de flux ont fermé l'accès. Ouais, je pense honnêtement aussi, hein. Je t'avoue que j'ai jamais tradé ou acheté sur le marché russe. Donc moi ça m'impactait pas trop, je suis pas allé chercher, mais honnêtement, je sais pas vraiment ce qui s'était passé. Donc je pense que c'est par rapport à la régulation et aux sanctions avec la Russie. Parce qu'on a eu quand même pas mal d'entreprises qui ont commencé à fermer tous les accès à la Russie. Moi ça a été le cas dans mon entreprise actuelle. Voilà. On a carrément fait sortir des gens du réseau. Voilà. Donc là, sur le gold, on a un gros retracement quand même. Je sais pas d'où il peut venir. Alors je sais pas si c'est tout simplement une sorte de pullback sur ce niveau, sur ce niveau de travail qu'on avait eu ici. En tout cas, pour l'instant, on voit qu'il a stoppé quasiment à ce niveau. Hein, donc on va voir si c'est son premier support. Pourquoi le gold redescend? Sûrement parce que le S&P 500 et le Nasdaq remontent depuis quelques jours et que les gens ont un petit peu moins peur de ce qui va se passer pour l'avenir, peut-être. Hein. Du coup, sur le S&P 500 et le Nasdaq, ça reprend légèrement. Hein. On n'est pas non plus, c'est pas non plus la folie. Mais je pense que ça a influencé sur le gold. Du coup, les gens qui avaient basculé des actions au gold ou des cryptos au gold ont peut-être réinjecté de l'argent dans le marché. Honnêtement, je suis pas allé voir plus que ça dans la fondamentale ce qui s'était passé là-dessus. Silver, je pense que c'est la même chose, hein, parce que c'est sensiblement lié. Voilà, donc et l'euro USD, il se porte. Alors, attendez, je crois que j'ai un canal sur euro USD, mais je pense que tout le monde a le même. Hein. Et là, vous voyez qu'on a touché le bas du canal, quasiment. Hein. Et puis là, on stagne. Je pense qu'on va stagner encore quelques semaines, quelques jours. Puis on repartira. Et le but, si vous voulez trader, je pense sur ce genre d'indice, je pense que aller chercher le bas du canal pour aller le revendre en haut, ça me paraît être ce qui est le plus fait depuis maintenant quelques mois, quelques années. Vous voyez là le dernier bas de canal, moi j'avais 30 décembre 2016, ici 26 mars 2020 avec le crack Covid. Donc je pense que là c'est peut-être un bon point d'entrée l'euro face à l'USD. À voir en tout cas, je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Moi je traite très peu les devises, mais bon, je me dis que vu Tesla qui est pas là ce soir, on peut regarder un petit peu plus tout ce qui est technique et le marché dans son ensemble. Sur les actions, j'avais pas forcément vu de config qui me plaisait. Netflix c'est toujours affreux, hein, honnêtement, avec ce gap dégueulasse. Tesla c'est toujours un couteau descendant. Facebook, le gap avait été affreux après leurs résultats. Et Amazon, oui, il y a une zone là ici à aller chercher, mais elle est très basse encore. Je pense que je rentrerai que si on va dans cette zone. Netflix, je sais pas si vous a rechargé, tiens, ça m'intéressera si certains d'entre vous ont rechargé au niveau du gap ici, quand c'était vraiment descendu en... Alors moi je me rappelle de cette session là, elle était affreuse. Je m'étais dit mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous en avez acheté. J'ai hésité à en acheter ici. Pour l'instant, je suis pas rentré dedans. J'ai bien fait, honnêtement, parce que je vois que ça descend encore plus. Faudrait que j'analyse peut-être un peu plus cette action. Je ne l'ai pas fait. Donc globalement, voilà, c'est un peu les actions que je regarde en ce moment, mais c'est plus pour avoir des indications de marché hein, sur ma watchlist crypto. Voilà. Sur les cryptos, est-ce qu'on pourrait passer aux cryptos? Alors, sur les cryptos. Alors, on avait plusieurs scénarios ces derniers temps. Enfin, un scénario qu'on s'était dit, on va suivre. Alors, si on revient... Le chart est un peu fouillé, hein. Désolé parce que j'ai un chart qui me sert un peu à tout et d'autres qui me servent à faire quelques analyses. Sur mon chart un peu fouillis, on va dire, on s'était dit, et je pense que Icefly justement t'étais sur l'émission, on avait parlé du gap CME ici sur la A et on s'était dit potentiellement que c'était venu clôturer la C. Donc pour les gens
qui ne le savent pas, sur l'indice de boursier du Chicago Mercantile Exchange, on était venu combler un gap qu'on avait eu, alors c'était le 18 mai 21. On était venu le combler là le 24 janvier 2022, et je m'étais dit, en principe d'héliotisme, que tout simplement une vague d'Elliott recommence. Enfin, déjà, on était sur une ABC flat, hein, on était venu faire du 1 pour 1, et je m'étais dit tout simplement, on recommence généralement une vague d'impulsion sur des niveaux historiques. C'est-à-dire un niveau historique sur Bitcoin, il n'y en a pas, à part les anciens ATH, ça n'existe pas. C'est pas comme sur un indice comme le dollar ou l'euro. Donc du coup, vous avez des indices historiques comme tout simplement les gaps, aller chercher et faire un 1 pour 1 sur une vague de retracement en ABC, d'un point de vue héliotisme. C'était quelque chose qui était plutôt pertinent, à mon sens. Du coup, on était parti sur cette analyse qui pour l'instant se déroulait plutôt bien. Alors, je vais par contre effacer ça parce que c'est un petit peu dégueulasse pour vous et ça va vous faire un peu mal aux yeux. Voilà. Alors, ce qu'on s'était dit, c'était qu'on était venu ici faire notre première 1. On avait fait un retracement de Fibo. Donc j'avais fait mon petit retracement de Fibo ici. On était venu toucher, alors comme vous le savez peut-être déjà pour certains, et pas pour d'autres, hein, sur les vagues d'Elliott, ce qu'on va rechercher le plus souvent, c'est les 0,5, les 0,618 sur la vague 2 de retracement. Et là, on était venu chercher la 0,786 ici. Quasiment, en gros, vous voyez, on était entre les deux zones de retracement de Fibo, ce qui était plutôt positif. Et puis là, on a une mèche de l'enfer. Et cette mèche, on s'était dit, ok, est-ce qu'on peut considérer que cette mèche, on la prend en compte puisque c'était le jour de l'invasion de la Russie en Ukraine où tout avait fait, tout avait craché, et que c'est pas un sentiment de marché, c'est un sentiment de marché, mais l'héliotisme, c'est une psychologie de marché récurrente, on va dire. Et là, c'était pas vraiment récurrent, c'était plus en fait un one shot, quoi, une journée historique, si vous préférez. Et un puriste d'héliotisme vous dirait qu'il faut la prendre en compte la plupart du temps. Moi, je suis pas un puriste héliotisme, donc je m'étais dit, ok, on va continuer dans notre scénario. Ça, c'était plutôt correct sur Bitcoin, on va voir. Donc là, on était venu chercher notre 2. Ensuite, je m'étais dit, on va aller chercher une 3. Donc une 3, elle se décompose pareil en 5 vagues. Donc je m'étais dit, ok, on va aller la tracer. On va faire nos 3 vagues, puisque là, on était reparti fort. Je vous rappelais, pendant les dernières émissions, on avait fait ça. On était reparti assez fort. Et du coup, on avait trouvé un top ici en 1. Et du coup, l'idée, c'est vu qu'on a 5 sous-vagues de notre 3, il fallait recalculer, comme les anciennes, nos 5 vagues pour essayer de savoir comment on allait monter. Et là, déjà, ça commençait un petit peu à poser problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, sur nos retracements, vous voyez qu'on allait chercher quand même bien plus bas. Donc je me suis dit, ok, on va essayer de reprendre la mèche, on va dire historique, pas historique, mais exceptionnelle de l'invasion en Ukraine. Et donc là, on rentrait dans les clous globalement, du 0,786. Bon, après, c'est y aller à tâtons, hein, c'est pas forcément une science exacte, mais c'est pas forcément idéal, on va dire. Déjà, il y avait un petit problème ici. Donc pour l'instant, on est toujours potentiellement dans ce scénario, mais ce scénario, il me fait un peu plus peur actuellement, puisque vous voyez ce qu'on est en train de faire ici. On est supposé aller chercher une 2, et je pensais que notre 2 était terminé là, mais vous voyez que là on y va à tâtonnement, pareil, donc ça ressemble un peu à rien, ça ressemble plutôt à une latéralisation du prix depuis le 24 janvier. Alors je sais pas si certains ont cette analyse, mais je pense que beaucoup d'entre vous voient une sorte de latéralisation du prix entre globalement des bornes ici. Alors peut-être que c'est des bornes approximatives, mais bon, là c'est des journées historiques. Mais on a une sorte de latéralisation du prix, hein. C'est un peu flagrant quand même. On essaie de construire autour de ces prix. Alors des prix qui varient beaucoup quand même, hein. 36, 45, c'est pas non plus des petites latéralisations, hein, mais en tout cas avec peu de volatilité. Mais voilà, moi mon idée elle est toujours, voilà, on va essayer de suivre ce scénario de vague d'Elliott, hein, mais quand ma 2 se termine ici, pour essayer de redonner ma 3 dans ma vague 3, ici, je sais pas si vous me suivez.
Mais là, ma ABC, elle est pas claire. Elle est pas claire. Ma ABC de retracement ici, elle me paraît pas des masses claires, puisque si j'étais un puriste héliotiste, j'irais chercher une A ici, ok. J'irais chercher une B ici. Étant donné que ma B est pas retournée au niveau de ma 1, on est sur une flat qui devrait être en zigzag sûrement ici. Il faudrait compter le nombre de vagues que j'ai entre ma 1 et ma 2 ici pour savoir si on est bien dans un retracement ABC en zigzag. Mais elle n'est pas forcément claire en 4 heures non plus. Donc j'attends de voir, parce que si on est en zigzag, on irait chercher bien plus bas, ce qui serait très embêtant puisque ça invaliderait mon scénario. Donc à voir. Pour l'instant, je suis un peu mitigé sur le scénario qu'on avait indiqué depuis quelques semaines maintenant, depuis le 24 janvier. Enfin, un peu moins, puisque je pense qu'on avait donné le scénario à peu près ici, hein, en janvier. À voir. Je sais pas si vous avez des scénarios que vous privilégiez. Moi, en tout cas, en héliotisme, c'était ce scénario que j'avais. Que je continue à suivre, hein, honnêtement, puisque quand il y a un scénario en héliotisme, il faut l'ajuster en fonction des événements et des news, et tout simplement, il y a des niveaux d'invalidation. Moi, mon niveau d'invalidation extrême, on va dire, c'est ce niveau, c'est les 36 674. Tant qu'il n'est pas passé ce niveau, pour moi, mon scénario peut être valable. Voilà. Là, je vous ai tracé des cibles théoriques de vague d'Elliott, ce qui nous amènerait dans notre grande 3 à une cible théorique de 58 154 ou de 59 837. Voilà, alors c'est très théorique, j'ai pris un scénario standard. En héliotisme, c'est toujours compliqué de savoir à l'avance vos 5 vagues, mais l'important c'est d'acheter au bon prix sur un retracement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Si vous n'êtes pas investisseur long terme, ce qui est important quand vous êtes investisseur long terme, c'est de déterminer si vous êtes sur une fin de mouvement, sur une 5, ce qui peut être plus facile quand même. Par contre, essayer de rentrer dans une vague d'Elliott, c'est savoir rentrer sur une vague 2 par exemple, ou une vague 4. J'aime bien rentrer sur une vague 4. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions là-dessus, si vous avez des scénarios privilégiés sur le Bitcoin. En tout cas, nous, on va suivre celui-là pour l'instant. Voilà. En termes de timing sur l'héliotisme, j'en donne pas forcément là. C'est pas forcément le but de l'héliotisme, donner un timing précis. Là, c'est vraiment donner des targets, pardon. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire ? ETH, si vous voulez, on peut regarder. Je pense que c'est sensiblement la même chose que ces derniers temps. On est sur une grande latéralisation d'Ethereum face au dollar. Donc là, vous voyez qu'on a touché la première zone de rechargement de la dernière montée d'ETH. Donc c'est ces bornes violettes là entre les 2915 et les 2381 qui ont été très bien rachetés. Vous voyez, à chaque fois on a clôturé au-dessus. Ça a été racheté activement par les institutionnels. Donc on est toujours dans cette zone de latéralisation. Les zones à aller chercher en cas de mauvais coups de Bitcoin, en cas de crise ou voilà, en cas de chute des crypto-monnaies, de régulation, de mauvaises news, serait d'aller chercher pour l'instant les 1911, qui est la deuxième zone de rechargement. Et ensuite, vous avez une zone, on va dire, intermédiaire, ici, sur lequel moi je mets des ordres. 1728, c'est des ordres qui m'intéressent, parce que vous voyez, j'ai été dans les personnes qui ont acheté ici, par exemple. J'ai dû acheter à 1008 à peu près. Je mets toujours mes ordres un tout petit peu au-dessus pour pas me faire avoir. Je préfère parce que je ne suis pas non plus market maker malheureusement. Donc je ne peux pas acheter à des gros volumes à certains endroits et du coup jouer du prix. Voilà, vous avez la zone des 1007 qui est la zone la plus rachetée je pense. Ça me paraît difficile, sauf crise, de tomber en dessous des 1007. C'est une zone très attendue sur ETH. À voir aussi avec toutes les news autour d'ETH qui vont se dérouler les prochains mois, les prochaines semaines, qui vont être très importantes jusqu'à l'été. Il y a beaucoup de news sur ETH et notamment son passage en Proof of Stake. Voilà, donc là vous avez des zones sur lesquelles vous pouvez, on va dire,
avoir des zones de validation et d'invalidation, pour moi, c'est des vraies zones qui permettent de savoir où on en est en fait sur ETH. Là, pour l'instant, on est sur une zone de consolidation. On a touché notre première résistance, notre premier support, pardon. Donc, je pense que le prix va latéraliser tant qu'on n'a pas de mauvaises news sur les crypto-monnaies. Et je pense toujours, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui parlent du bear market. Je pense globalement qu'on est déjà dans une phase baissière et que le meilleur va arriver. Hein. Le meilleur va arriver, c'est pour les plus patients. Le meilleur arrivera peut-être dans un an, mais il arrivera et on sera toujours là. En tout cas, ça a toujours été mon cas. Voilà, moi je crois toujours en Ethereum. Je n'ai pas vendu mes Ethereum et je continuerai à recharger à des prix qui me paraissent intéressants. Vous voyez, à chaque fois qu'Ethereum a été dans des prix intéressants, je prends l'exemple là, là vous voyez, on a eu ici on a eu une baisse. Je pense que j'avais dû acheter par là, si je dis pas de bêtises, à 978. Là, pareil, je me rappelle, ça avait crashé puisque c'était février 2021. J'avais racheté à 1004. J'ai pas acheté les bottom à chaque fois. C'est trop compliqué de trouver les bottoms. À part des bottoms comme ça que là, vous pouvez trouver. Hein. C'est des zones de rechargement et c'est pas anodin. Mais c'est très compliqué d'aller chercher le bottom parfait. Voilà, essayez d'acheter les clôtures, essayez de mettre vos ordres en avance sur des zones comme ça intéressantes. Moi, ils sont déjà positionnés, j'en ai déjà qui ont été pris. J'ai pas mal d'ordres à ce niveau-là. Voilà. ETH, c'est à peu près tout. Moi, je suis très bullish ETH, hein. Donc très bullish ETH, parce que je crois en la technologie, je crois à son avenir. Je pense que c'est une des cryptos sera encore là dans 5 ans si le marché crypto existe toujours, et je pense qu'il existera toujours. Voilà, on est qu'au début. C'est pas le cas de toutes les cryptos. Voilà, si vous avez d'autres cryptos, n'hésitez pas. Je sais qu'on regarde souvent le cake. Le cake. On est toujours dans un peu un couteau descendant comme ça. Il fait pas ultra plaisir à voir. Le cake, on a une résistance, vous voyez ici la dernière mèche. Un peu de l'enfer, on va dire, au niveau des 5,27. On va pas se mentir, la config est pas ouf hein. Pour toutes les cryptos, hein. Mais la cake a pris un petit peu cher. On est bien d'accord, mais si vous l'avez en stacking sur PancakeSwap, généralement vous êtes peut-être perdant, mais pas trop perdant, parce que vous avez un intérêt quand même qui peut aller voisiner les 65%, quelque chose comme ça. En tout cas, moi j'ai stack à 65%. Donc c'est pas mal quoi. Si ça diminue, moi je dois les avoir depuis quasi le début où ils sont sortis, qu'il y avait PancakeSwap. Je pense que ça doit dater de janvier ou février 2021 du coup. Voilà, au tout début de la Binance Smart Chain. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Alors là j'étais sur Chiliz pour les personnes qui aiment le sport. On est sur des zones en dessous des zones de rechargement, on est sur une latéralisation. Qu'est-ce que j'avais vu comme config qui était intéressant? EGLD, on en a parlé en news. Vous voyez, on avait discuté la dernière fois d'un possible, peut-être un retournement de tendance. Alors les gens y verront un W, peut-être. Je ne sais pas honnêtement. Je suis pas trop fan de toutes les figures chartistes sur les crypto-monnaies comme les altcoins qui sont très volatiles et qui respectent des fois très peu les figures chartistes classiques. Il faut mieux acheter juste à bon prix sur les altcoins. Moi, c'est ma vision des choses. Pareil, l'héliotisme marche, mais bien moins que sur Bitcoin, sur certaines cryptos qui sont beaucoup plus volatiles et ont un market cap plus bas. Il y a peut-être moins de professionnels aussi. Sur Elrond, on est dans une zone de rechargement à 150$. On s'est fait une petite frayeur. On est descendu, alors c'était le 6 mars hein, à 125$, 126$, ouais voilà, quelque chose comme ça. On est venu descendre, on est descendu à 130$ à peu près hier. Là ça reprend un peu du poil de la bête. À voir GLD, ils ont beaucoup d'annonces. Je pense que c'est vis-à-vis de l'annonce du service de paiement que je vous ai présenté tout à l'heure sur la Roumanie ici, hein. Je vous ai mis les liens en description. Dans le chat, pardon. Donc je pense que c'est reparti. Elrond, le projet à surveiller, hein, vraiment, hein, les mecs sont en train de se construire une vraie banque. Hein. Ce sera peut-être pas l'acteur le moins décentralisé, mais en tout cas, c'est un acteur important de la vulgarisation des crypto-monnaies. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre?
FTT, moi je suis toujours bullish. Hein. Je suis bullish FTT. Pourquoi? Fondamentalement, je pense que FTT a l'avenir devant lui parce que FTX est tout simplement la plateforme moi sur laquelle j'avais parié le plus. Parce que Binance a beaucoup d'actifs sur lesquels vous pouvez avoir des liquidités et tout simplement les échanger. Par contre, FTX, c'est l'acteur le plus sérieux pour les traders et les personnes qui veulent faire des futures. Et tout simplement, même si vous voulez aller faire des options, vous pouvez aller sur FTX. FTX est, moi je trouve, un acteur hyper intéressant. Personnellement, je fais mes trades sur FTX, moi, pour le coup. J'aime beaucoup cette plateforme. Et je pense que avec tout ce que Sam Bankman-Fried fait derrière, le créateur de FTX, il va y avoir des grosses choses autour de cette plateforme, en sachant que Solana est toujours dirigé par cette personne aussi derrière. Donc, si vous croyez en Solana, FTX, normalement, vous y croyez aussi. Voilà, bon, les volumes sont à plat. Latéralisation complète. Des fois, c'est bien aussi de rentrer sur ce genre de config, puisque tout simplement, ce genre de config horizontal, peu de volume, ça descend peut-être petit à petit, mais en tout cas, il y a un prix qui est respecté, qui est tenu. L'appel du volume va appeler des nouveaux sommets. L'appel de l'achat au niveau du RSI va appeler forcément des nouveaux sommets, mais par contre pour l'instant on est très neutre, on a un prix neutre en latéralisation, on a un RSI vous voyez qui frôle les 50, donc on est sur une neutralité la plus totale, on est sur des volumes qui sont très à plat, donc c'est souvent dans ce genre de période qu'il faut s'intéresser aux cryptos. En tout cas je les achète jamais verticalement. Voilà. J'ai Glimmer, on en avait parlé, on en a parlé à plusieurs émissions. Bon, le prix est tenu pour l'instant, à voir. Hein. Le token a été lancé il n'y a pas si longtemps que ça. GRT, je n'avais pas vu ça. On est sur une trendline qui date depuis le 9 novembre 2021. Alors, il y en a certains qui n'aiment pas ce genre de trendline. Moi, je considère que c'est des trendlines qui sont quand même regardées. Vous voyez que là, il y a eu un énorme appel de volume. GRT, je l'avais pas vu aujourd'hui, honnêtement, je vous avoue. C'est en repassant ici. Et bah écoutez, c'est une très bonne news pour GRT parce que c'est un super projet. Tout le monde l'appelle le Google des blockchains pour essayer de bien le présenter. Et c'est vrai qu'il est assez seul dans sa catégorie. Hein. Il est très important pour les développeurs. GRT, moi je suis bien positionné en GRT. J'ai pas forcément rechargé ces derniers temps. Pour le coup, je pense que j'ai dû recharger peut-être là, quand j'étais en dessous des zones de rechargement. Mais je suis pas au meilleur prix sur GRT. Ça, je vous le concède. Hein. Je pense que GRT, là, par contre, va repartir. Bon, le RSI, vous voyez qu'il repart à la hausse fort. Faut faire attention, hein, peut-être les zones de surachat. C'est un indicateur de momentum, le RSI, hein, comme on le répète souvent sur la chaîne. C'est en aucun cas un indicateur de prix. En tout cas, bonne nouvelle, du volume, une trendline de cassé, c'est typiquement un signe de breakout. Après, à voir ce qu'il va nous donner, est-ce qu'il va nous donner de la matière, est-ce qu'il va y avoir un pullback. Va falloir voir, comme on dit souvent, regarder 2 à 3 bougies après un breakout pour avoir la tendance définitive. C'est pas faux, honnêtement, c'est beaucoup utilisé en trading. Là, vous voyez qu'on a une bougie qui n'a pas forcément breakout tout de suite. Là, on en a une ici. On va voir la journée de demain. Et puis, on en reparlera. On fera peut-être un update. Tenez, GRT, on fait un update sur Twitter. Pour ceux qui nous ont sur Twitter, ça sera l'occasion pour vous d'aller follow sur Twitter et d'aller follow, nos Twitter respectifs. Voilà, ça on ira le suivre. Je me le note d'ailleurs. Attendez tout de suite, j'ai mes petites notes OneNote. Allez voir le GRT, le suivre. Crypto à surveiller. Parce que je me fais quand même une petite watchlist. Quand je le fais aussi avec vous, j'ai besoin aussi d'avoir les meilleurs cryptos sur lesquels je vais me investir. En tout cas, GRT, j'ai une grosse position dessus, honnêtement.
J'ai une grosse position, je suis plutôt bullish sur le projet. Holochain, je suis sorti du projet il y a un petit moment déjà. Matic, très bon projet. Vous voyez, quand on parle de trading, on peut aussi parler de fondamental. Matic, c'est un projet sur lequel j'étais rentré à 9 centimes. 9 centimes de dollars. Je suis rentré assez tôt dessus. Et vous voyez, j'en ai vendu pas mal quand c'était à 2,50, peut-être là, l'ancien, ouais. L'ancien ATH, pas le dernier, celui-là, je pense, j'ai dû vendre à 2,40 pas mal. Quasi l'intégralité de ma position et j'ai racheté un peu plus bas. Matic, je pense c'était par ici. J'ai pas racheté hyper bas. J'ai une partie de Matic, mais j'ai pas racheté la totalité de ma position. Je suis parti sur d'autres actifs parce que Matic, je pense que la hype est bien passée. Il y en a beaucoup qui la vendent sur YouTube, sur Twitter, sur... ah non, c'était peut-être plus ici que j'ai vendu. Hein. Je vous dis des bêtises. Là, c'était en décembre 2021. Non, c'est ici que j'ai vendu. Pardon. Donc j'ai peut-être acheté plus bas. Il faudrait que je regarde mes ordres. Je me rappelle plus, je vous avoue. Là, vous voyez qu'on était dans une sorte de biseau ascendant. On est venu casser par le bas. Là, on est en train de trouver un bottom. On essaye de trouver en tout cas un bottom. Pour l'instant, on fait des plus bas, de plus en plus bas. Donc, à voir s'il y a un vrai retournement et qu'on aille chercher des hauts de plus en plus hauts. Truc basique. Hein. Pour l'instant, on n'est pas sur un retournement. On est sur une latéralisation. Alors, qu'est-ce qu'on a Ça, c'est affreux comme crypto. J'ai fait un trade là-dessus. J'avais acheté là, dans la zone de rechargement, j'ai vendu ici. Et ça, c'est des cryptos, faut faire attention, hein, vraiment. Je le fais juste par spéculation. Ocean... Qu'est-ce qui peut être intéressant? One, est-ce que ça... Non, One, c'est pareil. C'est comme Matic, c'est des acteurs, c'est des layer 2, en fait, en fondamental, si vous connaissez pas. Et je pense que la hype est passée. Parce que Ethereum va passer sur une forme qui coûtera moins cher. Je pense que la hype passe un petit peu. Radium, je me suis bien fait éclater pour le coup. Si vous voyez une erreur, j'en ai fait des erreurs et ça fait partie de mes erreurs, c'est Radium. Et je suis pas sorti de ma position. C'est des erreurs de débutants, mais c'est des erreurs et acheter trop cher au début de la hype, hein. Acheter trop cher, pas vendu. On fait tous des erreurs et celle-là en fait partie. Il est stacké mon Radium et il a fait, je sais pas, moins 80, moins 90% je pense. Grosse erreur. Tant pis, on gagne, des fois on perd. Pareil, Rennes, j'étais bullish sur le protocole parce que beaucoup de BTC passent par Rennes, protocole. Pour l'instant, c'est pas pricé, je reste optimiste. Mais au niveau du chart, ça latéralise. Ouais, on a un tout petit peu plus haut là, vous voyez, on n'a pas fait un plus bas, donc ça latéralise pour l'instant. Pas grand chose à dire. RLC, ouais, pareil, latéralisation, on fait des plus bas de plus en plus bas. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir? Sol. Allez, sol. Zone de rechargement, des plus bas de plus en plus bas. Pas grand chose à dire. Il se passe rien. Les volumes sont descendants, le RSI est neutre. On a un W qui s'était dessiné, ouais, même pas, en plus c'est un faux W, avec un bas plus bas que le deuxième. Non, il se passe rien sur Solana. Par contre, c'est des zones qui sont intéressantes à recharger. Moi, Solana, c'était un projet que j'avais acheté à l'époque à 9 $. Donc c'était il y a un moment. J'en ai vendu une bonne partie, quasi l'intégralité. 95% de ma position, je l'ai vendue à 140 $. Vous voyez, donc j'ai perdu un petit peu puisque c'est monté jusqu'à 250. Et voilà, on peut pas connaître les tops parfaitement et les bottoms parfaitement. Solana à surveiller, je vais peut-être re-rentrer dedans, honnêtement. Je vais sûrement re-rentrer dedans plus fort parce que actuellement j'en ai pas beaucoup de Solana. J'en avais revendu beaucoup. Serum, j'en ai. Pareil, je me suis fait éclater. Serum, vous voyez, là j'avais fait une vague d'Elliott. Celle-là, je pense qu'elle est bonne. Non, pas du tout, elle est pas bonne. Non, faudrait que je refasse ce truc. C'est dégueulasse, là. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça, c'est pas beau du tout. Faudrait que je refasse. SXP, c'est du shitcoin. Theta, on est dans une sorte de canal descendant interminable. C'est pas bullish.
c'est pas bullish du tout. VET, il y en a beaucoup qui parlent de VET hein, sur YouTube et compagnie. Enfin, moi, je vais vous dire un truc sur VET. Je vais être hyper transparent avec vous. Il y a beaucoup trop de gens qui parlent du VET. Renseignez-vous. Est-ce que vous savez vraiment ce qu'est le VET? Renseignez-vous. Je pense honnêtement qu'il est surévalué. Je pense que intervenir sur la supply chain en crypto-monnaie est intéressant. Mais VET est un acteur qui est là depuis très longtemps, c'est un dino coin et ils font pas d'avancée. Je pense que des acteurs nouveaux comme Morpheus Network ou d'autres qui arriveront à l'avenir seront plus intéressants que VET. VET, c'est pas... Vous faites pas avoir, il y a beaucoup de gens qui parlent du VET, notamment une personne qui parle du VET ETH ici, hein, voilà, qui trace ce genre de zone pour aller chercher des rendements sur VET ETH. C'est à double tranchant. Je vendrai pas des ETH pour du VET. En toute transparence. Mais je peux comprendre le positionnement de la personne. Xava, vous voyez la 4, on l'a pas terminé du coup. On est en train d'aller chercher plus bas. Faudrait que je trace une ABC pour voir un petit peu si j'arrive à voir si on a un zigzag. Mais là, à première vue, on va aller chercher plus bas. Xava malheureusement va aller chercher plus bas. Par contre, si vous voulez commencer à rentrer sur le launchpad qu'on vous a présenté, Avalanche, c'est le moment. Honnêtement, c'est un moment qui est plutôt correct. En tout cas, le prix est pas cher par rapport à ce qu'il a été précédemment. 22$, là vous l'achetez à 3$. Non mais tout se casse la gueule. Pour l'instant, XTZ, ça latéralise hein, pour ceux qui veulent. YFI, on en a parlé à la dernière émission. Ça continue à latéraliser. C'est pas la folie hein, avec les news qui sont passées notamment au niveau du fondateur qui a fait un burn-out. Mais je suis toujours bullish sur le protocole, je pense qu'il fonctionnera. Hein. Voilà. Et on avait dit BNB parce qu'à la base je me suis pas tenu à mon plan. BNB contre le dollar. Donc BNB on était sur un canal haussier. Plus ou moins respecté hein. Voilà hein. J'ai pris il y a eu des fakes on va dire ici, tac c'est on va dire voilà un canal. Oui c'est un canal aussi, il est pas parfait, c'est normal quoi. Voilà, donc là on voit qu'on n'est pas arrivé à le réintégrer hein. Ici donc on a une sorte de latéralisation qui va se produire sur le BNB. On va voir s'il conserve son prix. Si vous voulez mettre des ordres assez bas sur le BNB, il y a les 269$. On est pile sur la zone de rechargement des institutionnels. Et après, vous avez du 150$, mais c'est très très bas. Hein. Pour moi, je pense qu'on ira pas aller chercher sur un actif comme le BNB qui est capitalisé, troisième plus grosse capitalisation, si je dis pas de bêtises. Je pense pas qu'on ira le chercher comme ça aussi facilement. Par contre, intéressant à aller chercher déjà à 270$, 260$. À voir ce qui se passe. Là, si ça latéralise ou que ça revient sur le canal haussier et que ça rechute, il y a possibilité qu'on aille chercher plus loin que ça. Hein. Pour l'instant, là, les plus bas sont de plus en plus bas. On n'a pas prouvé qu'on avait un réel retournement. On n'est pas allé chercher des plus hauts de plus en plus haut. Hein. Vous voyez que c'est descendant ici. Donc, à surveiller le BNB parce qu'il y a potentiellement des prix à aller chercher. Si vous êtes dans le BNB, bah là, après, c'est toujours... Pardon. Je baille, c'est toujours le principe, est-ce que vous croyez ou pas au token? Est-ce que vous pariez sur des tokens est-ce que vous pariez contre le casino comme on dit? Puisque Binance c'est casino hein, comme FTX. On avait dit DOT. DOT USD. DOT, c'est pareil hein, il n'a pas montré de signe de retournement. On est sur une latéralisation dans une zone de rechargement institutionnel qui avait été défendue préalablement entre le 17 mai et le 5 août à peu près, août 2021. À voir comment ça va se passer. Il faudrait que je regarde en héliotisme, mais là vous voyez qu'on a une A, B et C, je pense, au moins de retracement. À voir si ce qu'on a fait comme ratio là, mais je pense qu'on a fait quasi du 1 pour 1. Donc potentiellement là on latéralise avant d'avoir une première vague d'impulsion. Donc soit à la baisse soit à la hausse. J'espère qu'elle sera à la hausse. On a une sorte de W qui se dessine. Ouais, un peu dégueulasse hein, mais voilà. À voir ce qui peut se passer, on est assez neutre hein. Regardez le RSI, les volumes sont descendants.
Donc on a sorti ça, tac tac tac. Est-ce qu'il y a des configs intéressantes? Je pense que la meilleure config qu'on ait eue ce soir, c'est GRT sur le breakout. Ada, moi je suis pas très bullish Ada, non c'est pourri. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. AAVE, pareil, on en a déjà parlé. Hein. Là il descend, mais c'est un projet sur le Fonda qui est important. Donc moi je suis plutôt bullish sur ce genre de projet. Tac tac tac, si vous avez des questions, des tokens que vous voulez voir, c'est le moment. Sinon, ça fait 1h15, donc je pense qu'on peut couper le live. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des tokens, si vous avez des questions, je laisse 1 minute là comme ça et n'hésitez pas à me dire, moi j'en ai une, et on regarde ensemble. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est merci pour la reconnaissance, pour tout ce qui est en train de se passer sur la chaîne avec le nombre de followers qui augmente chaque jour et à la fin de chaque live. Alors je vous incite à continuer parce qu'on est bientôt à l'affiliation, c'est hyper important pour nous. Ça nous permet quand même de débloquer beaucoup de choses sur Twitch et du coup de vous en faire profiter tout simplement. Je vous rappelle que tous les abonnements ensuite Prime, en tout cas au début on les mettra à chaque fois pour la communauté, pour augmenter la communauté, qu'elle soit solidaire et qu'on puisse trouver des gens qui ont envie de grandir dans une communauté hyper solidaire. Honnêtement, on le fait pour ça. Comme on vous a dit avec Teslark, nous on a vraiment envie de créer un mouvement enthousiaste autour des crypto-monnaies, de la blockchain, même dans ce genre de marchés qui sont assez baissiers. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe, n'hésitez pas à rejoindre le Twitch. Ça serait top, honnêtement. On est en train de grossir et c'est bien. Il faut vraiment qu'on trouve des gens qui veulent s'entraider et qui ont besoin tout simplement d'apprendre aussi et de venir donner leurs connaissances. En tout cas, je vous remercie pour ça, pour votre engagement. C'est top. C'est vraiment top.